Cette génération dont je dis qu'elle a cassé le plafond de verre de la télévision. Les Joyka, Inox, c'est les deux Chavannes, Michael Youn d'hier ou d'aujourd'hui. Ils ont une sincérité, une vérité. Ils ont des codes de récit, des grammaires, une manière de parler aujourd'hui au jeune public que la télé a un peu perdu, il faut le reconnaître. Il y a tellement aujourd'hui de façons de faire du contenu. Pour émerger, c'est plus difficile. Ce qui est très important, c'est d'être dans l'économie du hit, c'est de faire des hits. Bonjour Emmanuel Chin. Bonjour. Bienvenue dans la ligne, vous êtes le vice-président du groupe Webedia Éléphant. Vos nouvelles fonctions vous placent à une position assez unique dans l'industrie, à la jonction à la fois de la télévision et des formats numériques. Donc d'un côté, vous avez cofondé Éléphant, c'était en 99 déjà je crois. En 99, Éléphant a 27 ans. Ouais. 27 ans, waouh. Jeune adulte. Ouais. Éléphant, une grosse société de production bien connue sur la place de Paris, puisque c'est vous qui produisez notamment 7 à 8, les rencontres du Papotin, Invitation au voyage et tellement d'autres choses également. Beaucoup de fiction aussi. Beaucoup de fiction également. De l'autre côté, il y a Webedia qui évolue au cœur de la creator economy, puisque vous accompagnez des talents comme Joyka, comme Inoxtag, comme Jamie Gourmaud aussi. Oui, Jamie qui est devenu un talent du digital et effectivement un streamer aussi. Et Michel Simès, donc ça dit aussi quelque chose du positionnement de Webedia avec des anciennes figures de la télé qui sont sur Internet. Dans cet épisode, on va donc parler très concrètement de ces deux mondes qui se rencontrent, de la nouvelle économie des créateurs, de votre métier de producteur et de l'avenir du contenu que cela dessine. Emmanuel, vous êtes un historique de la télé. Les plus anciens vous connaissent parce que vous avez été un visage de Capital il y a quelques années déjà sur M6 et je l'ai dit, Éléphant produit des tas d'émissions connues du petit écran. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous, sans offense, vous êtes un vieux routard de la télévision, qu'est-ce qui vous a poussé à vous unir à Webedia? C'était en 2019, c'était quoi votre réflexion? Alors effectivement, je suis un enfant de la télé. J'ai créé Capital, j'avais 25 ans. J'ai créé Éléphant, j'avais 37 ans. J'ai voulu créer une société de production parce que quand j'étais à M6, à l'époque de Capital, j'adorais présenter Capital. La présentation, c'était la petite partie de mon travail. C'était 5 à 10% de mon temps de travail. L'essentiel, c'était de fabriquer ce magazine économique, les reportages, d'animer une rédaction. Et ce que j'aimais faire, c'était fabriquer. Et quand j'étais à M6, je voyais des producteurs arriver, puisqu'on m'avait nommé à un moment directeur d'information, qui proposait des programmes, et je me suis dit, c'est des programmes super, mais c'est pas forcément pour M6. Et ce que j'aime, c'est fabriquer des programmes. Et donc, j'ai créé une société de production avec mon associé Thierry Bizot, qu'on a appelé Éléphant, parce qu'il y a un film qu'on aimait bien, qui s'appelait Un éléphant, ça trompe énormément, donc une bande de potes. Et donc, on a créé cette société pour créer des programmes pour toutes les chaînes de télévision. Vous en avez cité certains, 7 à 8, Le Monde de Jamie, Les Rencontres du Papotin, Invitation au voyage sur Arte, des magazines, des documentaires, beaucoup de documentaires. On fait une trentaine de documentaires par an, beaucoup de séries télé, des fictions. Il y a eu Fais pas ci, fais pas ça. Il y a La Stagiaire aujourd'hui, Dear You sur Amazon, beaucoup de fictions. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré Cédric Siré, qui était le patron de Webedia, par des amis communs, et il m'a raconté l'aventure de Webedia. Je connaissais pas bien Webedia, et j'ai compris que c'était une aventure très entrepreneuriale, où ils avaient créé un groupe dans le monde du digital, avec des médias digitaux, Allociné, Pure Média, Pure People, jeuxvideo.com, 750 grammes, des médias sur le digital, mais aussi, ce qu'on appelle la creator economy aujourd'hui, des talents du digital, des youtubeurs, qui avaient créé des audiences très fortes, des communautés très fortes, et qui étaient représentés par Webedia pour aujourd'hui faire des productions, un certain nombre de choses sur le monde du digital. Et il m'a dit, on devrait s'associer, parce que toi, tu crées des programmes avec tes équipes qui ont une très grande valeur dans l'économie de la télévision et des plateformes. Il y avait déjà Netflix, Disney, HBO, avec qui nous travaillons tous les jours. Et nous, on est dans le monde du digital, ces deux mondes vont se rencontrer, parce qu'aujourd'hui, les écrans, il y en a partout. Et on devrait s'associer, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, on est très complémentaires. On a réfléchi, on s'est dit, pourquoi pas. Et effectivement, on s'est associé, et aujourd'hui, un groupe qui s'appelle Webedia Éléphant. Éléphant reste une société de production très forte, avec ses savoir-faire, ses producteurs, ses journalistes, ses documentaristes, ses réalisateurs, ses scénaristes, ses chargés de développement. Et Webedia, qui a dans ce monde d'aujourd'hui beaucoup d'atouts. D'abord, cette connexion à des publics jeunes.
vous parliez du divertissement en ligne. Oui. C'est sûr que Joyka, Inoxtag, Kameto, l'un des plus grands streamers très présent sur Twitch, dans le gaming, qui vient de rejoindre le groupe Webedia Éléphant, parce qu'il sent qu'on peut l'accompagner dans des tas de projets, eh bien, on a rencontré un peu ces deux mondes. Et moi, je suis très impressionné, mais on va en parler sûrement, de cette génération dont je dis qu'elle a cassé le plafond de verre de la télévision. C'est-à-dire que les Joyka, Inox, c'est les deux Chavannes, Michael Youn d'hier ou d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ils sont partis avec des vidéos sur YouTube, qu'ils ont postées sur YouTube, et les plus talentueux d'entre eux, ceux que je viens de citer, et d'autres, comme Squeezie ou d'autres, les plus talentueux d'entre eux ont des communautés et des audiences de millions d'abonnés. Et s'ils ont des audiences aussi puissantes, c'est qu'ils sont très talentueux, c'est qu'ils ont une sincérité, une vérité. Ils ont des codes de récit, des grammaires, une manière de parler aujourd'hui au jeune public que la télé a un peu perdu, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que des émissions d'humour à la télé où Savane, où on raconte sa génération, son époque, avec les codes d'une génération. Les codes de cette génération-là ne sont pas ceux de la génération qui était la mienne. Quand j'ai créé Capital, j'ai inventé des codes complètement nouveaux à la télévision. Eux inventent des codes complètement nouveaux dans les récits. Quand Kaizen, le film d'Inox, qui part à la conquête de l'Everest, 60 millions de vues sur YouTube, sorti au cinéma, sorti également ensuite à la télévision et sur les plateformes, invente un nouveau récit avec ça une nouvelle bouleversé grammaire. le marché. Bah, oui, parce que si vous voulez, mais à toutes les époques, vous avez des talents qui ont envie de se raconter avec leur code, leur grammaire, leur langage, leur façon de raconter les choses. Et c'est magnifique parce que la vie fait que c'est comme la mode, hein, ça change. Et aujourd'hui, ces talents-là, alors ils sont devenus extrêmement puissants pour les plus talentueux d'entre eux, parce qu'ils ont des communautés. Ils sont même parfois producteurs. Ils n'ont pas forcément besoin d'un producteur. Hein. C'est là où c'est très challenging pour nous. Parce que, oui, parce que quelqu'un comme Inox aujourd'hui, je l'ai rencontré, franchement, je l'ai trouvé assez impressionnant. Il doit avoir 22-23 ans. Il m'avait raconté une anecdote qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, où un grand studio lui avait proposé, avec un chèque à la clé assez important, pour la promotion de Mission Impossible, de sauter en parachute pendant le festival de Cannes, où Tom Cruise l'aurait attendu sur les marches du festival, et Inox aurait sauté en parachute pour arriver et pour faire la promotion de Mission Impossible. Et il a refusé. Alors j'ai dit, mais pourquoi t'as refusé ? Il m'a dit, mais qui je suis, moi, Inox, pour sauter en parachute avec Tom Cruise qui m'attend en bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les abonnés de mes abonnés ? Ils vont dire, mais il a pété les plombs, il est devenu fou. Donc ça montre la maturité, l'intelligence, voilà. Et donc il a refusé en disant, bah non, c'est pas moi ça. Enfin, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Tom Cruise et pour Mission Impossible, mais je ne vais pas faire ça. Et donc, ces talents-là ont un rapport avec leur communauté extrêmement fort, extrêmement sincère, extrêmement juste. Ils ont aussi de l'ambition, de l'exigence. Et donc, voilà, donc on s'est rapproché de Webedia. Aujourd'hui, on forme un groupe qui connecte un peu toutes les audiences de la télévision, les audiences des plateformes, les audiences du digital, de YouTube. YouTube qui est devenu la première société média au monde. Là, on a vu les chiffres de 2025. Ouais. Pour la première fois, ils ont publié des chiffres. Plus de 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires, juste devant Disney et devant Netflix. Donc aujourd'hui, YouTube est la première société média au monde. Et donc aujourd'hui, YouTube est d'ailleurs aux États-Unis. La télé, c'est un écran pour moi aujourd'hui. La télé, c'est devenu un écran. C'est l'écran de télé que vous avez dans votre salon, vous avez ailleurs. C'est un écran, la télé. Et sur l'écran de télé, vous avez aujourd'hui plein de plateformes. Aux États-Unis, YouTube est la plateforme sur l'écran de télévision qui a le plus d'audience, plus de 20% de l'audience. Non, 12% de l'audience, 12,5% de l'audience. Les chaînes de télévision dites traditionnelles ont à peu près 20-22% d'audience. Et ensuite, vous avez Netflix qui doit avoir 8,5%, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une recomposition complète. Un monde des écrans qui s'est complètement bouleversé, avec des audiences un peu partout, des modes de consommation tout à fait nouveau, c'est-à-dire que vous pouvez consommer, vous êtes dans le métro, vous êtes à la queue en train de faire vos courses, etc. Vous avez votre portable, vous regardez sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un monde complètement nouveau, avec des écritures complètement nouvelles. Et pour nous, c'est tout à fait passionnant, nous, producteurs, parce que quand on produit, ce qu'on doit faire, c'est créer des récits, créer des formats, créer des écritures nouvelles.
qui vont se diversifier selon les écrans, les formats et les talents. Et donc vous, là, dans ce monde qui effectivement est en train de bouger, qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est quoi votre ambition éditoriale en tant qu'éléphant, Webedia éléphant? Alors, c'est une très bonne question, parce que quand on crée des contenus, on a l'ambition de devenir et d'être un des leaders aujourd'hui de la production et du contenu, avec beaucoup de création, avec beaucoup de technologie aussi. Il faut avoir animé par une ambition éditoriale. Nous, chez Éléphant, je suis journaliste au départ. Moi, j'ai créé Capital. Moi, j'ai une vie un peu particulière, parce que j'avais travaillé au départ, j'avais fait une école de commerce. HEC. HEC, voilà. Bon. Et entre 23 et 25 ans, j'ai travaillé 2 ans chez Danone, voilà, où je faisais du marketing. C'était, à l'époque, il y avait le service militaire, et quand on avait fait une école comme HEC, on pouvait faire son service militaire dans une entreprise. Donc, pour le pays, on allait travailler dans une entreprise française. Et j'ai travaillé en Italie, à Turin, où je faisais du marketing. J'avais créé le lancement, enfin, c'est pas moi qui l'avais créé, mais j'ai participé au lancement de Daneup, le yaourt à boire, je me souviens, j'avais 23 ans, bon, je faisais du marketing. Et puis un jour, j'avais toujours eu envie de devenir journaliste, et à la sortie de mon service militaire, Danone m'a proposé de rentrer chez Danone, donc on me proposait des jobs assez intéressants, parce que c'était une école qui vous permettait d'avoir des jobs très intéressants. Et j'ai hésité, mais je me suis dit, non, si je fais ça, je vais avoir une carrière toute tracée, dans un grand groupe industriel, voilà. Et je me suis dit, c'est le moment de faire autre chose. Et j'avais très envie d'être journaliste, et j'ai pris ma chance. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu la chance, au bout de 6 mois, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage à France Inter, à la radio. Je me souviens, j'ai couvert avec l'envoyé spécial de France Inter à l'époque le procès de Klaus Barbie à Lyon. Ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est août 1987. J'avais 25 ans, et juillet 87. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver sur M6. Et à M6, on m'a dit, tu as fait une école chez C qui te permet de comprendre le monde de l'entreprise. Et Nicolas Taverneau, qui était un visionnaire et qui a été un très très grand entrepreneur de la télévision. Patron d'M6 à l'époque. Patron d'M6, qui a fait avec Jean Drucker et avec les équipes d'M6, et Nicolas était un très 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 grand patron de l'audiovisuel, qui a fait une success story magnifique, c'était une des grandes success stories de la télévision. J'ai eu la chance de participer au début de cette aventure, et il m'a proposé de venir à M6 et de faire une émission sur l'économie. Et donc j'ai raconté l'économie, et à l'époque moi j'avais pas d'expérience. Et comme j'avais travaillé dans une entreprise, je me suis dit, je vais raconter ça de l'intérieur. J'ai vu comment ça fonctionnait. J'avais aucune idéologie. Je me disais, c'est pas bien, mal. On est dans un pays, la France, qui a quand même des idéologies par rapport au monde de l'entreprise qui sont malheureusement... enfin, voilà, ça, c'est un autre sujet, mais le monde de l'entreprise, enfin, ça change en ce moment en même temps. Et Capital, j'espère, a contribué à faire changer le regard sur le monde de l'entreprise, qui est un monde passionnant, qui est un monde de création, qui est un monde d'innovation, qui est un monde de travail, qui est un monde des problématiques multiples. Et on a raconté ça de l'intérieur, de manière très sincère, et ça a été un ton très nouveau. Et donc, quand j'ai raconté Capital, je me suis dit, c'est passionnant de rendre des choses qui paraissent éloignées aux gens, très proches d'eux, et de leur faire comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai toujours eu une démarche, au départ, très journalistique, de raconter les choses telles qu'elles sont là. Récemment, une de nos réalisatrices a produit un film qui est passé dimanche soir sur France 5, Le pays taliban en Afghanistan, qui est extraordinaire, que je vous invite à regarder sur la plateforme de France TV. Un film qui change le regard sur l'Afghanistan, qui est détenu maintenant par le pouvoir des talibans. C'est terrible, parce que les femmes sont complètement ignorées. Et c'est un film magnifique. Et aujourd'hui, avec Éléphant, on a toujours eu comme ambition, effectivement, de raconter le monde, que ce soit le monde de l'économie avec Capital, que ce soit le monde géopolitique, que ce soit la connaissance avec Jamie Gourmaud, la science, qui a fait longtemps C'est pas sorcier, on produit Le Monde de Jamie, on a créé un média, on en parlera peut-être aussi avec Webedia, Les Épicurieux, 20 vidéos par semaine, de 1 à 4 minutes, il a des millions d'abonnés qui racontent la connaissance, la découverte. Donc, le départ, ça a été toujours une démarche de raconter de manière, j'emploie le mot, il est un peu provocateur, volontairement, de manière un peu divertissante, plaisante, sexy, des choses qui paraissent compliquées, arides, difficiles. L'économie racontée par Capital, c'était très nouveau. C'était comme un thriller, on regardait ça. Voilà. Donc moi, j'ai toujours eu envie de capter l'attention des gens en leur racontant des histoires qui allaient les intéresser, et de manière très vivante et très concrète. Donc ça, c'était la première ambition. Et puis,
au fur et à mesure de ce qu'on a produit avec Éléphant, on s'est rendu compte qu'on avait une responsabilité. On est dans un monde qui est un monde de récits, de contenu, d'images. Et c'est mon associé Thierry Bizot un jour qui me dit, tu sais, il y a deux types d'images qu'on voit à la télévision, sur les réseaux sociaux. Il y a celles que tu oublies, et puis il y a celles qui restent. Et dans celles qui restent, il y a celles qui te font grandir, qui t'émeuvent, qui t'apprennent quelque chose. Et puis dans celles qui restent, il y a parfois celles qui sont un peu trash, qui sont un peu, voilà, qui vont jouer sur des mauvais ressorts, mais elles restent aussi comme un impact. Et Thierry m'a dit, nous, on a pour ambition de s'inscrire dans des images qui nous font grandir, des récits qui nous grandissent. L'homme, la femme, on a tous besoin de récits, on a tous besoin d'histoires. Moi, je vois mes enfants, j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi. Le matin, le soir, je rentre, je lui raconte des histoires, elle lit des livres, elle a envie des histoires. C'est absolument extraordinaire parce que, bon, les enfants ont envie d'histoire, les adultes ont envie d'histoire. Quand vous lisez, quand vous écoutez un podcast, quand vous écoutez un récit, vous vous confrontez à des histoires. Donc, les histoires sont essentielles. Et nous, on a envie, évidemment, d'avoir pour ambition de raconter des histoires qui nous font grandir. Alors, sur plusieurs formats, et aujourd'hui avec Webedia, à l'heure où les réseaux sociaux sont très challengés, où on parle de les interdire aux moins de 15 ans, où il y a effectivement des addictions et des dangers, où il y a les algorithmes qui parfois vous emmènent dans des choses qui vous enferment dans des... Eh ben, on a pour ambition aussi, avec Webedia Éléphant, de créer sur le digital des récits qui nous grandissent, qui nous apprennent. Comme disait Cédric Siré, l'ancien patron de Webedia, il me disait, si tu avais 25 ans aujourd'hui, que tu devais créer Capital, tu créerais un média économique sur le digital. Tu créerais, et d'ailleurs, c'est une idée que j'ai, c'est pas moi qui l'incarnerai, mais j'y réfléchis sérieusement. Parce que je pense que mais oui, parce que je pense que l'économie, c'est un des angles morts aujourd'hui du récit. Il n'y a plus de récit économique. Capital a été pendant des années, Capital l'est toujours, c'est devenu plus une émission de consommation aujourd'hui, mais qui raconte aussi. Mais aujourd'hui, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Quand on voit le monde qui change, quand on voit les innovations, quand on voit les problématiques, quand on voit tous les sujets qui nous concernent au quotidien, je pense que c'est un des grands angles morts du récit du monde qui change, que le récit économique, et dont je sais aussi qu'il passionne les gens, qui peut passionner les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand défi, si j'avais un défi aujourd'hui, un nouveau défi de création, ça serait de créer l'équivalent de ce que Capital a été à la télévision, mais comme un média digital, hyper distribué sur tous les réseaux sociaux et qui apporte de la connaissance et de la compréhension de manière extrêmement vivante de ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours dans le monde dans lequel nous vivons, où l'économie, les entreprises ont un rôle extrêmement important et où nous, en tant que salariés, entrepreneurs, actionnaires, consommateurs, nous avons un lien avec ce monde-là qui est un monde tout à fait passionnant. Et vous qui venez, qui êtes donc un journaliste sérieux, entre guillemets, qui est un producteur chevronné, vous qui avez été attiré par ce monde d'Internet en vous associant donc à Webedia, j'entends l'envie. Est-ce que malgré tout, ça n'a pas été quelque part un choc des cultures pour vous, qui êtes un peu loin de tout ça au départ ? Alors, c'est un choc des cultures, mais moi, j'aime le choc des cultures. Vous savez, dans la vie, on a envie d'apprendre en permanence et on a envie d'être confronté. Si on reste enfermé dans ses habitudes, dans ses univers, on vieillit vite. Hein. Bon. Moi, c'est sûr que la rencontre avec Inox, où il y a quelques semaines, on a partagé 2 moments importants avec Joyka. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le monde dans lequel je vis tous les jours de regarder les vidéos d'Inox et de Joyka, mais quand je parle avec eux et quand on échange, on s'apprend énormément de choses. Il y a beaucoup de respect, mutuel d'ailleurs, parce que je pense que ma vie d'entrepreneur, ce que j'ai fait avec Capital, en créant Éléphant, en rejoignant Webedia, et puis moi j'ai une vraie sincérité dans ce que je partage. Donc Joyka, l'autre jour on a déjeuné ensemble, il me posait plein de questions sur l'aventure de Capital, etc. Et il était, sincèrement, j'ai le sentiment qu'il était vraiment intéressé. Et lui qui est un entrepreneur dans l'âme aussi, il a vu chez moi l'entrepreneur que j'étais, on a confronté nos expériences, j'ai trouvé que lui aussi avait une ambition réelle, une exigence très forte, et ces 2 entrepreneurs d'ailleurs souvent, hein, ces youtubeurs, ils ont cet ADN entrepreneurial
qui moi me touche beaucoup et me plaît beaucoup, parce que je pense que c'est un des moyens de vivre sa vie avec de l'indépendance, de la liberté, du risque bien sûr, mais aussi de la création, etc. Donc ce choc des cultures, il est passionnant. Parce que, voilà, et alors, vous disiez, je suis un journaliste sérieux. C'est vrai que je suis un journaliste, et je suis plutôt un garçon sérieux. Mais en même temps, j'aime beaucoup rire. Bon, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup, je sais pas si j'ai vraiment de l'humour, mais en tout cas, les gens qui en ont me font beaucoup rire. J'ai beaucoup d'amis extrêmement drôles. On a quand même créé avec Éléphant Fais pas ci, fais pas ça, qui est quand même une des séries de comédies sur l'éducation et la famille, une des plus drôles, et avec les Le Pic, les Boulets, etc., qui a fait rire des générations, enfants comme parents, qui a été vendu dans 25 pays. Donc là, on travaille beaucoup sur la scène de l'humour. Vous parliez des rencontres du Papotin, Clément Chauvin, Tristan Carnet, qui produisent les rencontres du Papotin avec Kiosco, le label Kiosco de flux au sein d'Éléphant, sont très connectés à la scène de l'humour. On a, en ce moment, on travaille sur un programme d'humour. Moi, par exemple, je suis absolument convaincu que dans l'époque dans laquelle on est, on a besoin de se marrer. On a besoin de rigoler, on a besoin de se divertir. L'époque est tellement plombante, angoissante, dure. Donc par rapport à cette période une période de crise. Nous sommes dans une période de crise en ce moment dans notre pays, malheureusement. De crise économique, de crise morale, politique. Voilà, on est vraiment dans une période de crise avec un monde qui nous entoure. Comme vous voyez dans tous les sondages, les gens sont quand même assez inquiets, etc. Donc on a besoin de deux choses. Je pense qu'on a besoin de comprendre le monde dans lequel on est pour avoir des clés pour comprendre, et donc de rassurer les gens en leur expliquant, et ça c'est tous les magazines, les documentaires, etc., et l'approche très qui est celle d'Éléphant, qui est une signature dans ce monde aujourd'hui du récit. Et on a besoin aussi de rire, on a besoin de se divertir, on a besoin de se moquer, on a besoin de légèreté, etc. Donc moi ça fait 6 mois que je dis à nos équipes, il faut qu'on travaille pour trouver. À l'époque, il y avait les Guignols. Bon, il faut qu'on trouve un programme, notamment avant la présidentielle de 2027, qui puisse se moquer de l'actualité, etc. Donc on a travaillé en développement, et là on part en pilote d'un programme court d'humour qui a été très 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 bien travaillé, un pilote qu'on est en train de réaliser là, au mois d'avril, qui j'espère sera réussi. S'il est réussi, on pourrait avoir un programme d'humour quotidien sur une grande chaîne plateforme. Quand je dis plateforme, parce qu'aujourd'hui les chaînes se plateformisent, c'est-à-dire que ce soit France Télévisions, TF1, M6, vous le voyez évidemment en linéaire, et notamment pour les grands événements en direct, et là ça fait beaucoup d'audience au moment où ça se passe, mais vous pouvez le voir sur la plateforme, en décalé, etc. Donc je suis certes peut-être un journaliste sérieux, mais je suis d'abord quelqu'un d'extrêmement curieux. Je suis curieux et je suis quelqu'un, je crois, de très vivant. Je suis dans la vie. Je veux vivre. Et donc, quand on est dans la vie, on est curieux. Je suis curieux des autres. Je suis curieux quand j'en rencontre Inox ou Joyka, qu'effectivement, j'aurais pas rencontré si on n'avait pas fait cette association, ou j'aurais peut-être rencontré différent. Je suis curieux de ce qu'ils sont, de ce vers quoi ils veulent aller. Et ce qu'on a construit avec Thierry Bizot et avec nos autres associés au sein d'Éléphant, c'est une société qui est née il y a 27 ans, donc effectivement le 16 août 1999, il y a 26 ans et demi, et qui en 26 ans et demi a cru, au sens de la croissance, en amenant des nouveaux talents, des nouveaux formats, des nouvelles créations, en investissant, en développant. On n'a pas pris de dividendes pendant des années, on a développé, on a réinvesti. On a vraiment été très entrepreneurs. Et avec une idée, c'est de s'ouvrir aussi à des talents différents de nous pour les accompagner. J'aimerais bien comprendre très concrètement, puisqu'on parle beaucoup depuis quelques années de ces ponts à bâtir entre les deux mondes, et votre groupe finalement incarne ça parfaitement. Dans l'idée en tout cas, je voudrais savoir très concrètement comment ça se passe aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous nourrissez très concrètement les uns les autres? Est-ce que c'est une histoire de production, c'est une histoire d'écriture? Typiquement, vous parliez de Inoxtag et Kaizen. Alors Inoxtag, qui totalise des millions et des millions d'abonnés sur YouTube. Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'auraient pas forcément ces données en tête. Kaizen, effectivement, a été un bouleversement, des dizaines de millions de vues rien que sur YouTube. Ça a été 60 millions, plus de 60 millions sur YouTube. Aussi, ça arrive au cinéma, etc. Donc bref, ça a apporté, ça a même, je dirais, ça a marqué l'histoire récente de YouTube en France, à minima. À minima. Et donc en fait, là-dessus, typiquement, sur une opération comme celle-ci, qui est de grande envergure, comment se répartissent les rôles? Alors, d'abord, il faut rendre à Inox ce qui appartient à Inox. Kaizen, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui a eu
évidemment le talent de le produire, de le réaliser et de l'écrire, et qui a eu l'audace d'en financer une grande partie. C'est lui qui a pris son risque. À l'époque, Webedia, nous, on était proche de Webedia, mais pas autant qu'on ne l'est aujourd'hui. Webedia était rentré dans notre capital, donc c'était comme des cousins. Bon. Et Webedia, non pas du tout à s'en vouloir, il fallait mettre, je crois, 1 million sur la table pour financer le programme, et ils n'ont pas été certains qu'ils allaient trouver leur retour sur investissement. Donc, ils ont accompagné Inox d'une autre façon, et de manière extrêmement puissante et forte, c'est qu'ils ont aidé Inox à trouver des financements. Ils n'ont pas pris le risque de producteur, Webedia à l'époque. Par contre, ils ont accompagné Inox, donc c'est Inox qui a pris son risque de producteur. C'est lui qui a eu les droits, qui a gardé les droits, c'est lui qui a... Ils l'ont accompagné en trouvant des financements avec des marques, parce que Webedia a une régie. Donc ça, c'est très, très important aujourd'hui, on y reviendra sans doute, c'est que dans ce monde aujourd'hui de la production, du contenu, des récits, quels qu'ils soient, hors information bien sûr, qui se produit, les chaînes de télévision et les plateformes vont mettre moins d'argent parce qu'elles sont confrontées à une crise économique, et les marques qui investissaient en publicité, qui vont continuer à investir en publicité, vont commencer à déporter certains investissements vers de la création de contenu et vont financer des contenus. Et donc, sur Kaizen, Webedia, qui a une régie publicitaire, a été voir des annonceurs, ça c'est le travail de Webedia, c'est le talent de Webedia, pour accompagner ce projet de documentaire d'Inox à la conquête de l'Everest, et a réussi à le financer en partie par un apport de régie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils ont faite, Webedia, qui a été très forte, c'est qu'ils ont su faire la promotion de manière extrêmement forte de ce programme. Parce que Webedia a une capacité à distribuer et à créer des audiences sur le digital. Donc, une fois que le documentaire a été fait, ils ont fait monter, si vous voulez, avec des teasers, sur les réseaux sociaux, ils ont fait monter le suspense. Et il y avait un suspense génial, c'était est-ce qu'il va réussir son pari? Est-ce qu'il va réussir à monter en haut de l'Everest? Et donc, ils ont su créer des audiences en amont très fortes, qui fait qu'ils ont, un peu comme un distributeur de cinéma, réussi un lancement. Aujourd'hui, vous savez que les studios hollywoodiens, ils dépensent autant en promotion et en marketing et en distribution que pour la production d'un film. Et donc, réussir un lancement, c'est hyper important, et ils avaient eu l'intelligence, et d'ailleurs de manière assez disruptive par rapport à la chronologie des médias au cinéma, oui, de sortir, parce que normalement... Ça a fait causer un peu ça aussi. Oui, alors ils ont sorti sur 2 jours dans les réseaux MK2 le film au cinéma avant de le mettre sur YouTube. Donc ils en ont fait une sortie événementielle, ils ont réussi à faire quelque chose de très très disruptif et qui a créé l'événement, parce qu'aujourd'hui on a besoin de créer des événements en surprenant, en étonnant. Donc déjà il y avait un film incroyable d'Inox qu'il a réalisé avec, en partie, là aussi, IDZ, le label de production de Webedia, IDZ, qui a accompagné la production quand même du film, donc avec Inox. Donc Webedia a fait beaucoup de choses. Ils ont participé à aider au financement, ils ont, avec les marques qui ont financé le programme sur YouTube, ils ont, avec IDZ et Inox, permis d'avoir des moyens de production pour réaliser le film, et ils ont orchestré la sortie. Mais c'est Inox qui a pris le risque et qui avait la vision. Donc Inox a été vraiment un producteur, et d'ailleurs, voilà, c'est son talent, c'est sa vision, pas seulement son talent de youtubeur et d'incarnation et de ce qu'il raconte au public, à ses publics, mais aussi un talent de producteur. Il y a cru, il a pris son risque, et il en a été magnifiquement récompensé, et c'est fantastique. Et ça a été un game changer d'ailleurs dans le monde de trucs. Donc aujourd'hui, Webedia, pour revenir à ces deux mondes, il y a beaucoup d'équipes chez Webedia, il y a des équipes de création, je vais y revenir, il y a des équipes de production, il y a des équipes à la régie qui permettent de connecter des contenus avec des marques qui vont les financer. Donc ça, c'est très 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 important dans l'économie dans laquelle nous allons aujourd'hui et demain. Il y a des équipes aussi capables de créer des audiences sur les médias sociaux, qui savent exactement, avec les algorithmes, avec les audiences, avec une technologie de pouvoir créer des audiences sur les réseaux. Donc c'est un groupe qui a énormément d'atouts aujourd'hui pour rejoindre des producteurs comme nous qui créons des récits et qui pouvons créer les récits de demain qui vont inspirer aussi les cultures de demain, etc. Et pour revenir sur la façon dont nous travaillons très concrètement ensemble, il y a plein de façons de travailler. On a d'ailleurs décidé avec Christian Monbrun, le PDG de Webedia,
qui est un manager absolument formidable, avec qui je fais équipe maintenant, de créer une direction de la création. J'ai une conviction très forte, c'est que dans ce monde des contenus, dans ce monde des récits et des contenus, qu'ils soient distribués à la télévision, classique, entre guillemets, sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux, ce qui va être important, il y en a tellement de contenus. Même là, votre podcast, La Ligne, qui est super, que j'ai découvert avant de venir, parce que je le connaissais un petit peu, j'en avais entendu parler, mais voilà. Mais vous aussi, vous êtes dans un univers où il y a tellement de podcasts, pour émerger, mais vous avez une ligne sur les médias, sur la tech, avec vos interviews, votre professionnalisme de journaliste, votre curiosité sur ce monde-là. Vous créez ce que Axel Gans appelait un USP, Unique Special Product. Axel Gans, c'était le patron de Prisma, qui a créé le magazine Capital de presse, Géo, Femme Actuelle, Voici, Gala. Et Axel, il me disait toujours, Emmanuel, il faut un USP. C'est quoi, Axel? Unique Special Product. Capital, c'est pas l'expansion, c'est pas nouvelle économie, c'est pas challenge. C'est Capital, c'est son style, son écriture, son positionnement, ses valeurs, etc. Et donc, dans ce monde de contenu où il y a tellement de contenu, pour émerger, il faut être hyper fort, hyper qualitatif, hyper singulier. C'est très difficile. C'est comme, je prends un exemple, c'est comme si, dans l'univers de l'automobile, vous lancez des nouvelles voitures, il y en a tellement, il faut, pour faire un hit. Mais dans le monde des contenus, il y en a encore plus. Vous vous rendez compte, tous ceux qui... Et puis les youtubeurs aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être pris à la télé pour exister avec leurs audiences, ceux dont je disais, ils ont cassé le plafond de verre de la télé avec leurs vidéos, tout d'un coup ils ont des millions et ils ne sont pas passés par la télé. Ils ont une puissance incroyable. Il y a tellement aujourd'hui de façons de faire du contenu. Et donc, pour émerger, c'est plus difficile. Et moi, je pense que ce qui est très important, c'est d'être dans l'économie du hit, c'est de faire des hits. Les rencontres du papotin, c'est un hit. Les rencontres du papotin, ça ressemble à rien d'autre. D'ailleurs, on l'a distribué dans 20 pays aujourd'hui, dans 20 pays. Aux États-Unis, on vient de signer avec un grand network américain sur une plateforme. Il va être distribué, ça va être avec des Américains, qui vont des personnalités américaines qui vont être interviewées par des adultes autistes, des jeunes autistes, comme les rencontres du papotin le font un samedi par mois sur France 2. Eh bien, pour faire des hits entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui se voit, qui a sa force, sa vérité, il faut beaucoup de travail, beaucoup de création, beaucoup d'exécution, mais beaucoup de création. Donc on a créé une direction de la création avec une dizaine de personnes, avec une femme à sa tête qui est absolument formidable, qui a travaillé 12 ans chez YouTube, qui a dirigé une agence digitale extrêmement créative. Elle est arrivée là au mois de janvier. On a eu notre première réunion, enfin moi je la vois toutes les semaines, et on a eu notre premier comité IP. IP, c'est les propriétés intellectuelles de pitch, de nouvelles idées, avant-hier. Et avec tous les producteurs du groupe, c'était hyper créatif, challenging, vraiment super réunion. Elle avait travaillé avec ses équipes, avec des idées nouvelles. Une idée, ça n'est que le début de quelque chose, parce qu'après une idée, faut l'exécuter. Avant de l'exécuter, il faut déjà la travailler. Les rencontres du papotin, avant même l'exécution du premier numéro, il y a eu 8 mois de développement. 8 mois de développement. Wow. C'est-à-dire que c'est Olivier Nakache et Eric Toledano qui avaient réalisé un film dans l'univers de l'autisme, un magnifique film, et qui avait été confronté à cet univers, qui un jour nous appelle, parce qu'on se connaissait avec nos producteurs Tristan Carnet et Clément Chauvin, en disant il y a un journal qui est réalisé par des autistes qui s'appelle Le Papotin, un journal papier, et je pense qu'on pourrait en faire une émission de télévision, mais nous on ne sait pas faire de télé, on sait faire du cinéma, mais on ne sait pas faire de télé, et on a envie de le faire avec vous. Donc on a fait une association, on a fait une coproduction, et cette idée était très, très, très juste, très bonne, mais ensuite il fallait trouver la bonne façon de le faire. Ça a été 8 mois de développement, parce que c'était pas facile de créer une ambiance, une mécanique qui permette de créer un moment de télévision aussi rare et aussi unique que les rencontres du papotin. Donc on a fait beaucoup, on a travaillé avec un très grand réalisateur qui une hypersensibilité, on a fait plusieurs formats, on a essayé, on a testé avec des pilotes, etc. Et puis un jour, on s'est dit, ah voilà, ça y est, on tient un truc. Et là, France Télévisions a eu une audace incroyable. Anne Holmes, Stéphane Sidon Gomez et Anne Holmes ont plongé tout de suite
en 1 heure, ils ont réuni tout le monde en disant il y a là quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait inédit, qui en même temps a beaucoup de valeur pour nous, service public, c'est de changer le regard sur le handicap, de réunir des mondes qui sont éloignés et de créer du vivre ensemble de manière tout à fait nouvelle. Et je leur suis extrêmement reconnaissant parce que d'ailleurs je dis souvent, il n'y a pas de grand succès en télévision sur une plateforme sans une association entre un producteur et un diffuseur. Et ça a été une association où ils ont magnifiquement joué leur rôle de diffuseur en programmant à 20h30 le samedi soir, donc une heure de très forte audience, ça fait des très fortes audiences. Et donc, travail de développement très long. Donc aujourd'hui, comment on travaille aujourd'hui avec Webedia et Elephant, et notamment pour accompagner aussi les nouveaux talents du digital vers des créations qui sont des créations plus ambitieuses encore demain. Direction de la création, on a créé cette direction de la création. Il y avait dans l'équipe avant-hier, quand on a fait le premier comité IP, il y avait des gens de 20 ans, des gens de 40 ans, des gens comme moi, un tout petit peu plus âgés, mais qui gardent... Alors moi j'ai l'expérience, j'ai tellement de choses à apprendre encore, toujours, mais j'ai un peu l'expérience aussi. Donc tout ça, c'est une confrontation extrêmement intéressante. Donc on travaille direction de la création pour travailler des nouveaux IP, on travaille en production, on a des équipes de production, je parlais d'IDZ tout à l'heure, oui, qui est un studio, un label, Julien Allard, absolument formidable, qui lui est un jeune producteur, et qui travaille avec ses équipes qui sont extrêmement jeunes, qui sont aussi dans les nouvelles technologies, qui font toutes les bandes annonces pour TF1, de la Starac, de The Voice, etc., où ils travaillent aussi en partie, pas que, mais avec de l'intelligence artificielle et aussi avec des moyens humains, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les moyens humains, mais ça sera un outil au service des talents et des producteurs et des réalisateurs, pour évidemment donner encore plus de valeur de production aux productions. Et donc ce studio IDZ est un studio extrêmement innovant. Donc on travaille, on continue à produire, mais avec de nouvelles générations et avec de nouvelles équipes aussi. Et puis les équipes d'Elephant qui restent, qui sont jeunes aussi. Moi je suis un peu celui qui, avec Thierry Bizot, a créé cette société, mais on a beaucoup de jeunes producteurs chez Elephant et c'est une société extrêmement vivante. Comment ça se passe d'accompagner des talents ? Vous avez parlé de Joyka, vous avez parlé d'Inoxtag, vous avez rappelé que vous avez signé Kameto il n'y a pas très longtemps. Alors je précise Kameto pour les personnes qui nous suivent, qui est le premier streamer aujourd'hui en France sur Twitch, qui est aussi président de la Carmine Corp, qui est un gros club de e-sport aujourd'hui en Europe. Comment ça se passe aujourd'hui déjà pour séduire ces talents, pour les amener à vous, parce que c'est une belle prise quand même, Kameto, sur le marché, et comment est-ce que, au quotidien, vous les accompagnez ? C'est une excellente question. Kameto, je crois que ce qui l'a séduit, alors il a énormément de talent, de puissance déjà, c'est un des premiers streamers de France. Sur Twitch, il est très très présent. Effectivement, la Carmine Corp, l'e-sport, le gaming. Et je crois que ce qui l'a séduit chez Webedia, c'est plusieurs choses. La possibilité, effectivement, d'avoir des équipes de création, de production qui vont l'emmener, d'événementiel, qui vont l'emmener sur d'autres territoires et d'autres expériences de production que celles qu'il peut avoir. Parce que, comme c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et ambitieux dans le bon sens du terme, il a beaucoup de talent, mais il sait aussi qu'il a beaucoup à apprendre de ce qu'on peut lui apporter, comme nous, on a beaucoup à apprendre de ce qu'il peut nous apporter. Une deuxième chose, c'est que, je parlais de la régie tout à l'heure, il y a une régie publicitaire chez Webedia qui est en contact avec toutes les grandes marques, tous les grands annonceurs, et à la tête de cette régie, il y a un nouveau patron qui s'appelle Philippe Schmitt, qui vient de Prisma. Qui est absolument exceptionnel, qui a une énergie, une intelligence. D'ailleurs, on parlait d'Axel Gantz tout à l'heure. Il a commencé sa carrière avec Axel Gantz, donc super formation. Il a été, je crois, le directeur de cabinet d'Axel. Donc, il a tout compris de l'importance du contenu et de la qualité du contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin d'avoir des contenus de grande qualité. Et les marques, elles vont investir sur des choses qui ont une grande valeur de contenu, une grande qualité, parce que les marques, quand vous êtes... L'Oréal, Garnier, Coca-Cola, Renault, etc. Vous avez envie d'associer votre marque à des choses qui ont de la valeur, de la qualité. Et donc, et ça, c'est ce qu'on veut faire et c'est ce que l'on cherche à faire en permanence. Et donc, cette régie, elle permet aujourd'hui, sur des programmes qui vont aller notamment sur YouTube, de trouver des marques qui vont les accompagner et les financer. Et donc ça, c'est aussi un apport pour les talents qui, demain, veulent avoir de la valeur de production. Je prenais l'exemple de Kaizen tout à l'heure.
la régie de Webedia a permis à Inox, qui a pris son risque de producteur, de financer son film. Bon. Et donc ça, c'est un atout très fort aussi que Webedia a. Il y a une troisième chose que Webedia a, c'est qu'on a des studios. Donc vous avez beaucoup de streamers, de youtubeurs qui veulent avoir leur studio. Donc on a des studios, donc des mètres carrés, des équipes techniques qui font tourner ces studios. Donc c'est comme à la maison, je dirais. C'est des ambiances. En plus, il y a une autre chose, et ça je crois que Kameto y a été très sensible, qu'apporte Webedia, c'est la connexion avec d'autres streamers. Parce que c'est un monde... vous savez, à la télévision, les gens étaient un peu en concurrence. Bon. Ouais. Alors ils sont, certes, un peu en concurrence, mais c'est très différent, parce qu'ils... C'est la même génération, ils ont inventé un modèle et en fait ils s'invitent dans leurs émissions, ils font des trucs et ils sont très contents que dans le studio d'à côté, ils aient leurs potes. C'est vraiment un truc très, très générationnel, si vous voulez. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est que chez Webedia aujourd'hui, on leur donne les conditions, les moyens techniques, les studios, les équipes de création, de production, la régie qui va les accompagner avec les marques pour réaliser leurs ambitions et leurs rêves. Et j'ajoute qu'on a choisi avec Christian Montbrun de nommer à la tête de ce pôle talent créateur. C'était un choix un peu disruptif, mais qui, à mon avis, est un choix formidable. Un garçon avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Gaël Lesblancs, qui est un producteur au départ, qui est d'ailleurs, au tout départ, c'est un réalisateur. Il était venu me voir à l'époque, et il est fou de sport, et il avait réalisé pour Canal+, il avait suivi les Jeux Olympiques à Pékin. Et il avait suivi Usain Bolt. Et il vient me voir en me disant, j'ai envie de travailler dans la production. Et Usain Bolt, je pense que ça sera la star des Jeux de Londres en 2012. Et j'aimerais faire un film sur lui. Est-ce que tu veux m'accompagner? Donc on a accompagné Gaël. Il a fait un film incroyable sur Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Il est devenu producteur chez Elephant. Il a produit énormément de documentaires. C'est lui qui a produit aussi avec toutes les équipes Invitation Voyage, plein de magazines, etc. Il a fait le film sur la série sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et Gaël est quelqu'un qui est très connecté au talent, qui a une énergie incroyable, qui a une vraie valeur de production. Et j'ai fait le choix, avec Christian Montbrun, de le nommer patron avec Greg Bivelski et avec les équipes de Smile du pôle talent, pour apporter cette valeur de production et apporter ce rapport au talent. Parce que le rapport au talent, c'est quoi? C'est un producteur, finalement, c'est d'aider un talent à réaliser ses ambitions. C'est d'être capable de l'accompagner, c'est capable de lui dire non aussi à certains moments, en disant, attends, là, je pense que... de le challenger sur ses idées, de le challenger aussi sur ses désirs. Voilà, donc c'est ça notre métier. Hein. C'est ça notre métier, et je pense que là, on est au début d'une nouvelle ère, d'ailleurs, dans le rapport de Webedia au talent, parce que Webedia a une histoire particulière. Webedia a été la première société à voir le potentiel de ses talents et ils les a accompagnés comme une agence. Comme une agence, en fait, qui... l'origine, d'ailleurs, de la Creators Economy chez Webedia, c'est une agence qui s'appelait Mixicom, Thierry Boyer. Et Thierry Boyer, il avait eu la vision et il disait, voilà, je prends un talent et je te représente. Je vais trouver une marque qui va financer, qui va te financer. Je prends 50%. À l'époque, c'était 50%. Maintenant, c'est plutôt 30%. Et je te donne 50%. Il le représentait comme un agent, quoi. Bon. Ça a été le modèle d'agence. Bon. Le modèle d'agence qui était un modèle très précurseur. Et puis, je pense que ce modèle-là a ses limites. En tout cas, c'est pas notre modèle demain. Le modèle qu'on est en train de réinventer dans la relation au talent, il y aura toujours un modèle d'agence où on permettra aux talents de leur trouver des financements et comme une régie, vous prenez une com, parce que c'est des équipes, c'est des équipes, des commerciaux qui travaillent, et qui font les pitchs, etc., et qui vont chercher les contrats. Donc c'est normal, c'est une commission d'agence tout à fait normale. Donc ça continuera à exister. Mais c'est pas le modèle le plus intéressant. C'est un modèle qui participera à quelque chose de beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intéressant, c'est d'accompagner les talents aujourd'hui dans de la production, dans de l'événementiel. Quand vous voyez, et là encore, un talent d'entrepreneur exceptionnel, Squeezie. Je ne connais pas Squeezie. Je l'ai vu sur scène l'autre jour quand il y a eu le show YouTube. Je l'ai trouvé incroyable. Je le connais comme quelqu'un qui voit ses vidéos, mais je le connais pas personnellement. Qui est un ancien de chez vous. Un ancien de chez Webedia qui a monté son agence Bump. Et donc aujourd'hui, Squeezie, faut reconnaître que c'est un très grand talent et c'est aussi un entrepreneur. Ce qu'il a fait avec le Grand Prix Explorer, c'est absolument incroyable. Ouais. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une passion, course automobile, machin. Ils ont monté un événement d'une qualité exceptionnelle. C'était risqué.
Je crois que la première année, ils ont perdu de l'argent, la deuxième année, ils ont été à peu près à l'équilibre, et puis la troisième année, ils en ont gagné, comme souvent quand vous créez des événements, mais ils ont pris leur risque, et ça a été... Et vous savez, moi, j'ai trop de respect pour la réussite, pour ne pas savoir qu'une réussite, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences, c'est beaucoup d'ambition, c'est beaucoup de... Voilà, c'est tout ça. C'est parfois de la chance aussi, hein, il en faut. Moi, j'en ai eu beaucoup. Hein. Moi, je me dis souvent, si j'étais pas arrivé, si j'avais pas démarré comme journaliste à M6, je sais pas si j'aurais eu la vie que j'ai eue ensuite. J'ai eu la chance d'arriver sur cette petite chaîne et Taverneau qui a eu l'audace de dire, alors quand vous voyez les premières émissions de Capital, vous dites, mais ce gars-là, je parlais de manière un peu agitée, j'étais là... Mais sur n'importe quelle autre chaîne, on m'aurait jamais mis à l'antenne. Et j'ai appris, et j'ai grandi, et voilà. Donc, il faut aussi un peu de chance. Il en faut parfois pas mal. Mais il y a toujours du travail, il y a toujours de l'exigence, etc. Et donc, de les accompagner, je prenais l'exemple du Grand Prix Explorer, sur des événements. On a un pôle événementiel chez Webedia Éléphant, où là, on est en train d'imaginer des événements assez incroyables, où il y aura des créateurs qui seront... au cœur de ces événements. Et donc là, on a 2 événements sur lesquels on travaille. Donc, qui arriveront bientôt. Il y en a un qui est prévu pour le mois de mai. Alors, c'est pas le Grand Prix Explorer, hein, c'est moins puissant que ça, mais c'est un événement dont on parlera et qui est un truc très tendance. Et donc, on s'est mis en risque, on est en train d'accompagner, et de toute façon, on a décidé de le faire, donc on va voilà. Et puis, il y en a un deuxième sur lequel on travaille sur un très, très, très gros événement connu de tous les Français, qui est un événement qui fait partie du patrimoine sportif français, je ne peux pas en dire plus, et où nous avons un format avec des créateurs, où nous pourrions, au moment de cet événement, avoir une sorte de spin-off avec les créateurs, et ça sera, si on réussit, on est en finalisation avec les organisateurs de ce grand événement du patrimoine sportif français pour en faire un événement effectivement aussi digital, avec des créateurs et des créateurs très, très connus qui pourraient y participer. À propos des talents, puisque c'est l'analogie qui est faite parfois, quand on parle de talent, l'analogie elle est faite par rapport à un club de foot, oui. Voilà. La gestion des personnes, des égos, tout ça. Puis il y a des gens qui sont partis de chez vous aussi. Je parlais de Squeezie, mais c'était il y a plusieurs années. Récemment, c'est Domingo qui s'en est allé, par exemple. Alors pas vraiment, on va revenir sur Domingo. Ah ok, d'accord, vous allez me dire. Donc voilà, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Comment dire ? Qu'est-ce qui fait que finalement parfois l'histoire s'arrête ? Alors, c'est une très bonne question. C'est la vie. Prenons l'exemple de Domingo. Domingo, on a accompagné Domingo avec Popcorn, avec sa société. Webedia a racheté la société de Domingo, qui avait une valeur, et avec Domingo. Et Domingo est resté un certain temps, comme souvent quand vous rachetez sa société. Et là, c'était il y a quelques mois, il a eu le complément de prix de sa société, et il avait la liberté de pouvoir partir, faire autre chose. Ce qu'il a fait, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a fait contre Webedia. Il n'a pas rejoint une autre agence, si vous voulez. Je crois qu'il est à un moment de sa vie, de ce que je crois, Domingo, où il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de choses, il a envie aussi, à un moment, d'avoir un peu plus de liberté pour lui, pour sa vie personnelle, c'est la vie, c'est pour faire d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à l'univers du digital. Il a envie de prendre un peu plus de temps pour lui. Mais nous avons un projet très concrètement avec Domingo, donc nous continuons à travailler avec Domingo. Donc il a quitté au sens organique Webedia. Il n'est plus lié à Webedia comme il l'était par son contrat. Mais par contre, donc il a une liberté, mais par contre, on continue à avoir des projets avec lui. Donc, c'est pas contre Webedia. Alors ensuite, vous avez pris l'analogie du club de foot. Comme dans un club de foot, il y a des transferts parfois. Il y en a qui partent, qui vont ailleurs, et puis il y en a qui arrivent. Bon, vous avez cité Kameto qui est arrivé, il y a Joyka, il y en a beaucoup, et puis il y en a des nouveaux là qu'on va bientôt signer, je crois, avec qui on échange. Et puis il y en a qui partent parfois. Et d'ailleurs, cette analogie du club de foot, j'ai dit exactement ça à Gaël Leblanc. Gaël, dont je parlais tout à l'heure, qui dirige le pôle talent aujourd'hui, créateur et talent, et qui adore le sport, et qui a un esprit sportif. C'est un type qui joue collectif, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force d'entraînement, mais qui a beaucoup de respect pour les gens et qui adore le collectif. Donc, et je lui dis, tu es comme Luis Enrique. Alors, il se trouve qu'hier, le PSG a battu Chelsea 5-2, donc on est très content pour le PSG. Mais je lui dis, t'es comme Luis Enrique, tu gères un vestiaire,
Donc il y a des égos, il y a des très forts, et puis il y en a des égos, voilà. Il faut que tout le monde... Alors, il ne s'agit pas de faire une équipe pour qu'ils jouent tous ensemble, mais quand même, il faut créer un collectif. Et il faut, et à mon avis, un grand entraîneur de foot avec un vestiaire, et je pense que les grands entraîneurs, que ce soit Zinedine Zidane au Real, quand il a été entraîneur du Real, avant de l'être bientôt, je pense, l'entraîneur des Bleus, que ce soit évidemment Didier Deschamps, qui est un immense entraîneur, qui était un très grand joueur, un immense entraîneur, que ce soit Enrique ou d'autres, c'est des gens qui ont une psychologie très forte, qui ont d'abord une ambition, une exigence. Moi, je pense, si vous voulez... Alors, c'est marrant parce que j'en parlais avec Julien Allard l'autre jour, qui est le patron d'IDZ, le label de production de Webedia, et qui travaille beaucoup avec les talents. C'est lui qui a produit Kaizen avec Inox, etc. Et il me disait un truc très juste, Julien. Il me disait, tu sais, les talents, ils respectent le travail et la compétence. Pas de bullshit. T'es pas là pour leur dire... C'est des mecs très pragmatiques, très concrets. Si tu leur apportes une vraie compétence sur quelque chose dont ils ont besoin, ça match. Ils sont pas compliqués, c'est simple. L'entraîneur de l'équipe de foot d'un vestiaire, Mbappé, il va respecter son entraîneur, ou Fabien Ruiz, ou Dembélé, parce que son entraîneur, tout d'un coup, va lui apporter quelque chose, comme un éducateur d'ailleurs, pour le faire grandir. Ils ont beau avoir un talent incroyable, ils ont aussi leur fragilité, ils ont leurs doutes, ils ont parfois leur pétage de plomb, où il faut savoir les recadrer. Vous savez, c'est un rapport humain, d'abord, un rapport humain qui se fonde sur une vérité de la relation, sur une franchise, sur une loyauté, sur une exigence, sur du travail, sur de l'écoute et sur de la compétence. Et tout le monde sait reconnaître la compétence. Vous, dans votre travail, avec vos équipes, vous savez reconnaître la compétence. Les gens qui travaillent avec vous savent reconnaître votre compétence. C'est par votre compétence et par votre humanité aussi et votre intelligence de relation que vous créez un lien fort avec un talent. Moi, c'est ma conviction profonde. C'est un peu mon éthique de vie en général et dans ma vie professionnelle. Et je pense que c'est l'éthique de nos équipes. Et donc, pour tous ceux qui sont partis dans l'absolu, c'est juste la vie, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est la vie, ça peut arriver aussi. Alors, je vais être très franc avec vous, ça peut arriver aussi qu'à un moment, pour prendre des exemples de certains qui sont partis, Webedia n'a pas été à la hauteur des attentes ou des ambitions ou des exigences. C'est tout à fait possible que des équipes, à un moment, ont délaissé. Là, il y a récemment un garçon qui est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui a des valeurs en plus, qui est assez religieux et qui a des valeurs de respect, d'estime, de loyauté, qui est Zach Nani. Oui, bon. En roue libre sur YouTube. Bon, Zach, je pense que ça va être annoncé dans... Voilà, il va, tout en ayant été très heureux chez Webedia, il va prendre un autre chemin. Bientôt. D'accord. Et donc il peut arriver aussi qu'à un moment, il y ait eu, je reprends l'analogie du joueur de foot, quelqu'un qui s'est senti moins soutenu, moins aidé, et où on a raté quelque chose. Ça peut arriver. Et pour vous, c'est un enseignement, j'imagine. C'est évidemment un enseignement. C'est évidemment un enseignement. Donc, c'est la vie. Dans la vie, c'est comme ça. Et c'est un enseignement. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté d'accompagner les talents, d'avoir de la compétence, de leur apporter. Et je pense que Webedia et Elephant peuvent apporter énormément de choses aux talents aujourd'hui, parce que, je disais, il y a ces valeurs de production, de création, les studios, les équipes techniques, cet accompagnement de production et de format, une régie, très important la régie, la puissance de la régie aujourd'hui qui vous permet de vous connecter avec des marques. À la tête de cette régie, Philippe Schmitt, qui est un type qui a une énergie et qui a le sens de la valeur du contenu. Donc, voilà, moi je suis absolument convaincu qu'on a aujourd'hui dans ce groupe des joyaux et des équipes d'une qualité et une nouvelle, je dirais, stratégie menée par Christian Bonbrun, que j'accompagne dans cette stratégie, pour accompagner les talents, repérer les jeunes talents. Parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, parce que vous avez les top talents, et les jeunes talents aussi, de les repérer, de les faire grandir, et tout ça est absolument passionnant. À propos de talents, il y en a qui viennent de la télé traditionnelle. Tout à l'heure, on parlait de Jamie Gourmaud qui est épicurieux. Vous êtes également avec le docteur Michel Simès, Dr Good, Good. c'est ça. Vous
En parallèle, il y a tout un mouvement d'anciennes figures de la télé ou d'actuelles figures de la télé qui arrivent sur YouTube. C'est Claire Chazal, c'est Stéphane Bern, Laurent Baffy, Élise Lucet, toutes ces personnes-là. Vous pensez quoi de tout ce mouvement ? Est-ce que c'est pour vous juste une opportunité ? Est-ce que ça traduit le fait que ils se disent je vais penser le coup d'après ? Comment vous analysez tout ça ? C'est tout à fait la recomposition du paysage aujourd'hui des écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les audiences ne se font plus que à la télévision, elles se font aussi sur les réseaux sociaux, de manière très importante, et notamment les jeunes. Vous savez, quand j'ai créé Capital, il y avait 5 chaînes de télé. Aujourd'hui, il y a 200 chaînes de télé. Il y a des plateformes, Netflix, Disney, HBO, et il y a les réseaux sociaux. 70% aux États-Unis, des jeunes qui s'informent sont sur les réseaux sociaux, ils sont plus à la télévision. Donc ce nouveau paysage, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des audiences. Donc les gens de la télévision, et les exemples dont vous parlez, Claire Chazal, qui a été une des grandes stars de la télévision, qui aujourd'hui n'est plus à la télévision, se dit je vais aller chercher continuer à faire mon métier de journaliste, d'interviewer dans le monde de la culture, parce que c'est son univers, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Stéphane Bern, qui est encore à la télévision, se dit je vais faire ça également. Jamie Gourmaud, nous l'avons fait. Et alors ensuite, donc c'est le mouvement naturel de personnalités qui ont un lien avec le public, qui incarnent des territoires, des univers. Jamie, c'est la science, Claire, c'est plutôt la culture, Michel, c'est la médecine, Stéphane, c'est le patrimoine, Stéphane Bern, Laurent Baffy, c'est l'humour, c'est la vanne, c'est le décalage, et de se dire, la télé, ils m'attendent plus tellement à la télé, ou je peux y être encore, mais c'est là que ça se passe aussi, donc j'y vais. Donc c'est tout à fait naturel et tout à fait normal. Alors ensuite, il y en a qui réussissent plus ou moins. Et moi, je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont une vraie sincérité dans leur approche. Alors, je pense d'ailleurs tout le monde l'a, cette sincérité, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Et ensuite, c'est des codes et des grammaires un peu nouvelles quand même. C'est des codes et grammaires un peu nouvelles. Je prends l'exemple d'un qui a parfaitement réussi, c'est Jamie. Et Jamie, il a commencé à faire des vidéos pendant le Covid. Il était à l'époque, et il est toujours d'ailleurs, avec son émission que nous produisions pour France Télévisions. Il faisait ses vidéos pendant le Covid sur YouTube, qu'il postait, etc. Et parce que pendant le Covid, tout le monde était enfermé chez soi, il faisait des vidéos, et il a vu que ça commençait à prendre. Il m'a appelé, il m'a dit, maintenant qu'on est associé avec Webedia, tu veux pas me les présenter ? Donc il a rencontré les gens de Webedia, et on a créé Les Épicurieux, 20 vidéos par semaine, j'en parlais tout à l'heure, de 1 à 4 minutes, des millions d'abonnés sur Snapchat, sur TikTok, partout. Et ça, c'est le savoir-faire de Webedia, c'est de savoir qu'une vidéo sur TikTok, une vidéo sur Instagram, ou un post sur Instagram, ou sur Snapchat, c'est pas la même écriture, c'est pas le même format, c'est pas la même thématique, c'est pas le même angle, c'est pas le même truc. Donc de savoir écrire pour ces réseaux, et ça, c'est une expertise, et de le distribuer. Donc, c'est un mouvement assez naturel aujourd'hui, et c'est là, quand on parle de convergence entre deux mondes, il y a le monde de ceux qui sont celles et ceux, plutôt ceux d'ailleurs, pas assez de femmes à mon avis, qui sont nés sur les réseaux sociaux, parce qu'il venait beaucoup de l'univers du gaming, qui est un univers assez masculin. Il faut le féminiser beaucoup aujourd'hui, cet univers des youtubeurs et des youtubeuses. Donc ils vont aussi maintenant vers la télévision, ou les plateformes, ou les choses plus ambitieuses, et puis ceux qui... Voilà, tout ça, avec chacun son histoire, chacun son... Mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est ce que vous incarnez, ce que vous êtes, la façon que vous avez de le raconter. On a dû en tant que producteur, on a dû vous pitcher des milliers de formats, de concepts, j'imagine, ces dernières années. Qu'est-ce que vous regardez, vous, avant de dire oui ou non ? C'est une bonne idée. Déjà, je vais être franc avec vous, ce que je regarde, c'est si tout de suite, ça crée chez moi un désir, une curiosité, un appétit. Donc, l'art du pitch, c'est très important. Donc, c'est déjà la lisibilité du format. Si je comprends la promesse, qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi la promesse, l'originalité, et que ça déclenche chez moi quelque chose de « Ah, tiens, c'est nouveau, c'est différent » et c'est immédiatement compréhensible et lisible. Parfois, vous avez des pitchs, et même là, dans la réunion IP qu'on a eue, qui était très très fructueuse, il y a 2 jours avec la pôle création du groupe, il y a eu des pitchs excellents, puis il y a eu 1 ou 2 pitchs, je ne comprenais pas ce que c'était. Donc là, on les a killés assez vite, parce qu'on ne comprenait pas, c'était trop compliqué, c'était trop confus, etc. Donc déjà,
c'est comme quand quelqu'un vous raconte une histoire, c'est que vous êtes à un dîner, puis il y a des gens tout de suite, ils accrochent votre attention ou pas. Donc déjà, il faut accrocher mon attention, mon envie, mon désir. Bon, déjà, premier truc. Ça vient de l'art du pitch, mais l'art du pitch, c'est pas seulement un art du pitch, c'est simplement que ça a été bien pensé, bien formaté, voilà. Ensuite, je suis très sensible quand quelqu'un vient proposer quelque chose, ce que la personne a dans le ventre, les tripes, c'est-à-dire la passion, ce qui l'anime, l'énergie qu'il y a, la vision, voilà, parce que souvent, on peut vous pitcher une bonne idée, mais derrière, c'est un peu creux et il n'y a pas forcément l'expérience derrière, ou en tout cas le potentiel pour en faire quelque chose qui va, sur la durée, s'inscrire dans quelque chose. Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile de créer un hit. C'est difficile de créer un hit. Et cette première barrière qui est pitcher un projet et passer ce premier cap avant de le développer, ce que je disais tout à l'heure sur le papotin. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez la première étape qui est, on part en développement. Nous, on lance beaucoup de développement. Hein. On investit à peu près 5-6 millions par an d'euros en développement sur des formats. Okay. Hein, en développement. Donc c'est du temps, c'est de la ressource homme, du temps passé pour travailler les pitchs, pour travailler les formats, et puis un peu de pilote, etc. Et donc avant de passer le cap de quelque chose qu'on va lancer en développement, il faut être sûr qu'on tient quelque chose. Et puis après, il y a tout le temps du développement qui est un temps long aussi, et il y a des développements qui aboutissent et des développements qui n'aboutissent pas. C'est quoi les fondamentaux de la production avec lesquels vous ne transigez jamais? Vous dites ça doit être comme ça. Sinon, c'est pas la peine. Une qualité, et du sens éditorial, et même dans le divertissement. Il y a des divertissements. Il faut que ça raconte quelque chose qui va avoir un peu de sens. C'est quoi le sens ? C'est quelque chose qui. Je reprenais les récits qui nous grandissent. Par exemple, The Voice. Moi, j'aurais adoré être le producteur de The Voice. Bon, The Voice, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que ça permet à des jeunes talents de la musique, de la chanson, de réussir. Il y a cette espèce de volonté. Voilà, il y a des divertissements qui sont... donc, oui, il faut que ça me raconte quelque chose. Il faut que ça me touche et il faut qu'il y ait une ambition derrière, une ambition d'exécution, de qualité, voilà, pour émerger et pour faire en sorte que ça laisse un peu une trace, c'est beaucoup dire, parce qu'il n'y a que l'art ou l'amour qui laisse des traces profondes, mais une trace au sens où, voilà, on s'en souvient. Moi, c'est vrai que, par exemple, le fait d'avoir produit, c'est Thierry Bizot et sa femme Anne Jaffery qui ont été les créateurs de la série « Fais pas ci, fais pas ça », et Guillaume Renouille qui en a été le producteur avec beaucoup de talent, mais d'avoir participé à la création de cette série iconique sur l'éducation dont on parle encore et qui a fait du bien dans les familles parce que ça permettait aux parents et aux enfants de se parler et l'humour permet de dépasser beaucoup de choses. Moi, je crois beaucoup à l'humour. Hein. Je pense qu'on en manque beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là où les créateurs de la Creators Academy qui en ont et qui ont les codes et les grammaires pour toucher les publics jeunes sont en train de faire bouger les choses. Alors, il y a de l'humour sur scène, il y a de l'humour... il y en a quand même beaucoup. Il y a des films de cinéma. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Voilà, il faut que ça ait du sens, il faut que ça raconte quelque chose qui va nous apporter, qui fait qu'après, ben voilà, on va... Et vous qui comme êtes un bon livre. C'est quoi, pardon ? Comme un bon livre. Comme un bon livre. Comme un bon livre, voilà. Donc je ne transige jamais avec ce qui fait écho et ce qui montre une ambition et une exigence de qualité. Et j'imagine que le fait d'être toujours journaliste, parce que j'imagine, je dis ça... On l'est toute sa vie. Voilà, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire ouais. C'est un état d'esprit qui se caractérise par une chose très simple, à mon avis déjà, c'est d'être dans un rapport de vérité le plus possible aux choses, aux faits, aux situations, quelles qu'elles soient, d'une curiosité permanente et d'une bonne distance par rapport aux événements. C'est-à-dire pour les challenger, pour ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, mais d'être capable de questionner, de challenger, de recouper, de vérifier, etc. Donc c'est un état d'esprit de journaliste. Et c'est vrai que je serai toute ma vie journaliste. Et c'est une indépendance aussi, une indépendance qui vous permet de résister aux pressions, quelles qu'elles soient. Et ça amène un truc politique, différent. économique ou autre. Vous diriez quelque chose de différent par rapport à un producteur classique ? Oui, chaque producteur a son histoire. C'est vrai que, et moi j'ai un très grand respect pour mes confrères producteurs et certains qui ont créé des très 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 grandes réussites. Je prenais un café l'autre jour avec un producteur pour qui j'ai une
très, 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 très grande admiration, qui est, à mon avis, un des plus grands producteurs français, un des plus grands entrepreneurs français, qui est Stéphane Courby. Stéphane, il a créé un grand groupe, il vient de faire une opération, Banijay, il vient de faire une opération remarquable avec un groupe de production anglo-saxon, le Three Media. C'est un des très 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 grands entrepreneurs français, c'est un des plus grands producteurs français. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a une histoire différente de la mienne. Il est démarré dans le divertissement avec Christophe de Chavannes. Il était, je crois, stagiaire chez Christophe de Chavannes. Et il est devenu aujourd'hui le plus grand producteur, un des plus grands producteurs mondiaux. Avec d'autres entreprises, etc. C'est un grand entrepreneur. Et chacun, je crois, a son histoire, a ses racines. Celle de Stéphane, c'est des racines aussi très authentiques, dans la Drôme provençale, où sa famille encore. Et je pense que Pierre-Antoine Capton, dans un autre genre, est un grand entrepreneur. Alors lui, il a été très audacieux. Il a créé ce grand groupe avec ses actionnaires Mediawan. C'est des grands entrepreneurs. Chacun a des histoires différentes. Je pense que à chaque fois, donc moi c'est vrai que je suis un journaliste au départ, et avec mon histoire, avec ma vie, avec mon histoire personnelle, avec mes relations aux autres, etc. On a tous notre histoire, mais je pense que je pense qu'il y a des choses en commun, même si on est tous très différents. C'est d'abord une ambition dans le bon sens du terme, une exigence. Moi, je sais que pour moi, après, je les connais un peu, mais je les connais moins intimement que ce sont des gens que je respecte infiniment, mais c'est pas des gens que je vois tous les jours, donc je ne les connais pas assez intimement et personnellement pour savoir. Mais moi, je sais que ce qui me guide aussi, c'est de faire des choses qui ont du sens et d'avoir le sentiment que ce que je fais, ce que je produis, va être utile, on parlait au début, quand tu es journaliste, d'apporter de la connaissance, de l'information. Produire 7 à 8. Depuis 26 ans, nous produisons 7 à 8, que nous avons créé Éléphant avec TF1. C'est un partenariat avec TF1, avec Étienne Moujotte à l'époque, à qui je rends un très grand hommage, parce que c'est lui qui a eu la vision de 7 à 8. C'est moi qui lui ai amené l'idée, mais c'est lui qui a eu la vision que ça allait être un news magazine, qui allait être un news magazine formidable, qui est leader depuis 26 ans de manière ininterrompue, sauf au moment où il y a la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. C'est le seul moment où l'arrivée du Tour de France. C'est le seul moment où on est battu. Mais autrement, on est leader incontesté. C'est le plus gros access prime time de la télévision. C'est parfois plus que certains prime time de TF1. Et depuis 26 ans. C'est un magazine. La semaine dernière, dimanche dernier, on avait un reportage en Iran, sous les bombes. Et en même temps, on fait des faits divers, on fait des reportages dans le monde partout. Le portrait de 7 à 8 à la fin. C'est une émission d'information depuis 26 ans, qui m'anime en permanence avec les équipes pour raconter le monde qui change, etc., à hauteur d'homme, avec des reportages extrêmement humains, des histoires, un story magazine, un news magazine. Donc, quand vous êtes journaliste, évidemment, vous êtes connecté à ce monde-là et à cette envie de faire comprendre, de le raconter, de récits, ce rapport à la vérité, etc. Mais je ne suis pas que journaliste, je suis devenu aussi producteur, donc je m'ouvre à des tas d'autres univers. Et puis, vous savez, la réussite d'Éléphant et de Webedia Éléphant, c'est la réussite de centaines de personnes. Chez Éléphant, on est 250 permanents. Chez Webedia, ils sont encore plus nombreux parce qu'ils ont les médias, ils ont la régie, etc. C'est ça la réussite de cette entreprise. Moi, avec Thierry Bizot, on a créé cette entreprise, on a apporté des valeurs, on a voulu avoir une éthique, une vision. On choisit les gens avec qui on travaille. Ces gens-là nous choisissent et se choisissent aussi. Et après, c'est des équipes. C'est eux qui font la réussite de ces entreprises. Et vous êtes quel genre de dirigeant ? Je parle de caractère et de style de leadership. C'est à mes équipes qu'il faudrait le demander. Je suis exigeant, c'est certain, avec moi aussi. Je suis très pragmatique. Je suis très concret. J'aime que les choses se fassent. Je suis attentif. Alors, j'ai été élevé à bonne école avec M6, et c'est encore plus important aujourd'hui dans le monde de la télévision dans lequel nous sommes, où il y a moins de budget, où il y a moins de finances. Je suis très attentif à ce que l'argent se voit à l'écran et à bien gérer. Donc, je suis un peu dur parfois dans les process, etc., parce que je pense que c'est extrêmement important. Là, récemment, on est en train de renégocier un contrat sur une marque leader avec France Télévisions. France Télévisions est dans une période difficile. Oui. Ils nous demandent de baisser de 5% le budget.
moi, je comprends qu'ils nous le demandent parce qu'eux-mêmes ont des difficultés où il faut qu'ils fassent des économies. Et donc, c'est à nous de trouver les moyens de baisser le budget. Et donc, dans une période comme ça, je ne suis pas là à dire, mais non, il ne faut pas. Je dis à mes équipes, voilà, il faut qu'on produise moins cher. Comment on trouve les process, etc. Donc, je suis extrêmement pragmatique. Et alors, je pense, leader, j'espère, c'est-à-dire que ce qui est très important aussi, c'est de dire à vos équipes où vous allez, où on veut aller, et de donner envie, et d'avoir une vision. Je pense qu'on a eu une bonne vision en rejoignant Webedia, parce que c'était la vision de dire que ce monde de la télévision et des plateformes, et ces récits long format sur les télévisions et les plateformes, ne suffisaient plus aujourd'hui à capter des audiences, et notamment les audiences jeunes, où il fallait aussi les capter sur les réseaux sociaux, sur des formats plus courts, des écritures nouvelles, des talents nouveaux. Et donc ça, c'était une vision qu'on a eue d'accompagner ce mouvement. Et aujourd'hui, on est au cœur de cette transformation. C'est un choc des cultures, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est un choc, à mon avis, très salutaire et très intéressant. Les équipes de Webedia, il y a des gens absolument formidables. Chez les fonds, il y a des gens formidables. Ils apprennent à travailler ensemble et ils s'apprennent beaucoup les uns des autres. Donc voilà, je suis quelqu'un, je le disais tout à l'heure, qui est dans la vie. C'est-à-dire que pour moi, je déteste le confort. C'est-à-dire que dès que les choses sont trop installées ou semblent trop faciles, je suis inquiet. Je suis un peu un inquiet. C'est-à-dire que pour moi, voilà, il faut toujours être en alerte. Toujours être en alerte. Le monde change vite. Là, demain, on n'en a pas parlé, il va y avoir un immense défi qui va être l'IA. Et j'allais vous en parler là tout de suite. Qui va bouleverser nos métiers et beaucoup de métiers. Les seuls métiers... Je pense que d'ailleurs, l'arrivée de l'IA, ça va réhabiliter les métiers où il y a de la relation humaine. Je pense notamment, pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à ça, même si l'IA va beaucoup aider dans le monde de la médecine. Mon père était médecin, c'était un grand médecin, un neurologue, il dirigeait le service de neurologie de la Salpêtrière, donc il s'occupait de gens qui avaient des problèmes au cerveau. Et voilà, donc c'était un humaniste, un grand médecin. Et moi, quand j'étais petit, j'allais le voir. Parfois, il m'emmenait le dimanche matin, il allait voir ses patients à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai beaucoup d'amis médecins. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses les plus importantes, c'est d'être en bonne santé. Et quand vous êtes confronté à une maladie, à une souffrance, c'est toujours un moment de vie très particulier. Et donc, moi, je suis très attentif. Pour moi, c'est très important aujourd'hui on a un système de santé en France qui est fort. Mais quand je vois les infirmières, les médecins, les trucs, et la paupérisation de ces métiers-là, qui sont des métiers tellement importants dans la relation. Donc, je pense que, par exemple, tous les métiers du care, du soin aux autres, les infirmières, les médecins, les gens qui s'occupent des personnes âgées, etc. L'IA va pas remplacer. Par contre, l'IA, elle va apporter. Alors dans la médecine, il va y avoir des révolutions extraordinaires, c'est-à-dire les diagnostics, machin, etc. Donc l'IA, c'est quelque chose qui va être un progrès absolument incroyable dans beaucoup de métiers, et en même temps qui va être, je vais pas dire une menace, parce que il faut. Et là, on a une très grande responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. En tout cas, moi, je le conçois comme ça dans notre groupe, c'est de former tous nos collaborateurs à l'IA dans les métiers dans lesquels ils sont, parce que les outils vont très très vite, et il faut absolument les maîtriser pour dégager du temps sur des choses que l'IA fera à votre place, et pour réinvestir ce temps sur d'autres choses. Mais il ne faut pas se voiler la face. Je suis quand même assez lucide sur une chose, me semble-t-il, mais je ne connais pas encore parce que ça va tellement vite puis c'est encore nouveau. Je pense que ça va détruire des emplois. Je pense que ça va détruire des emplois. Oui, ça va détruire des emplois qui vont devoir se réinventer ailleurs. Et ça, c'est un peu vertigineux. C'est un peu vertigineux. Je pense que ça va détruire des emplois. Déjà, dans nos métiers, par exemple, le doublage. De doublage aujourd'hui, l'IA, elle fait des. Jamie Gourmaud, là, on a fait en IA avec la voix de Jamie, la même voix, c'est pas lui qui est mix. Dans plusieurs langues, on a refait des vidéos de Jamie dans plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en italien, avec une IA. Pas besoin de doubleur. Et c'était de bonne qualité. Très bonne qualité. Très bonne qualité. Dans les effets spéciaux, aujourd'hui, vous avez des tas de choses. Donc, il y a des tas de métiers. Oui, c'est ce que disait Alexia Laroche-Joubert dans un épisode qu'on a fait avec elle, dans la ligne, oui. Très concrètement, effectivement, ces deux exemples. Dans d'autres métiers, dans le métier du droit, aujourd'hui, qu'on fait des contrats
Bon, service juridique, quand vous faites des contrats, vous avez des contrats types, etc. Bon, alors évidemment, ce que ça ne va pas remplacer, c'est la négociation des contrats, parce que le contrat, c'est aussi une négociation. Il y a des trucs types, et puis mais ça va être quand même vertigineux. Vertigineux. Moi, je vois ça comme... Alors, c'est vrai que tout ce qui... Je pense qu'on ne peut pas aller contre l'innovation. Je pense que l'innovation, elle est là, et il faut se former pour épouser. Mais ça va être assez vertigineux. Donc, c'est ce que vous avez fait au sein des équipes de Webedia Éléphant, la formation à l'IA. Alors, écoutez, pour être très concret, pour nous, c'est un enjeu majeur de formation, parce que je veux absolument accompagner les équipes, je veux que les équipes soient hyper outillées pour ça. Donc là, il y a un nouveau directeur de la tech et de l'IA qui est arrivé, qu'on a recruté avec Christian Montbrun, qui est arrivé en janvier, qui a l'air excellent, qui appréhende ce sujet avec beaucoup de... C'est un scientifique, c'est un ingénieur, hein, donc, mais avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'écoute. Il va voir toutes les personnes dans la production pour comprendre, dans nos métiers, comment on est impacté. Il regarde tous les outils. On a en plus dans notre capital, qui est détenu majoritairement, c'est un point important aussi de ce groupe, c'est que c'est un capital familial. C'est Marc Ladret de la Charrière, Philippe Malac. Ouais. Donc ça, c'est très important dans un moment comme celui que nous traversons de grandes transformations et de crise économique, où il y a des moments où les budgets peuvent baisser, etc., d'avoir un actionnaire qui soutient le projet, qui le défend et qui l'accompagne. Et parmi les actionnaires, il y a un fonds technologie, qui est le fonds technologie Aglaé, dirigé par Cyril Guénoun, qui est un garçon tout à fait remarquable, et qui a investi dans plusieurs boîtes de technologie. Il considère que Webedia Éléphant est aussi une boîte de technologie, et donc il nous accompagne aussi sur toute cette compréhension de ces sujets de l'IA, et c'est très important d'être accompagné parce que ça va très très vite. Et donc, vous reveniez sur ma responsabilité de dirigeant ou de leader aujourd'hui d'entreprise, c'est effectivement d'accompagner les équipes, d'avoir la vision du projet, et de les accompagner aussi sur tous les défis qui sont les défis des collaborateurs aujourd'hui. Et dans cet univers du monde du travail, je pense que le défi de l'IA est le défi majeur. Pour moi, c'est le défi majeur aujourd'hui de nos métiers et de beaucoup de métiers. Et donc, c'est de les accompagner parce que sinon, ça va être très difficile. Et vous réfléchissez à l'éventualité de passer des accords éventuellement avec certaines... Là, il y a Canal+, qui vient d'annoncer, par exemple, avec Google et Google. Absolument. Voilà. Écoutez, vous êtes sans révéler de secret, nous sommes en pleine réflexion sur un choix stratégique, et nous avons une réunion, je crois, vendredi, pour en parler, et dans les semaines qui viennent, on va avoir une réflexion stratégique majeure d'accompagnement, effectivement, sur l'IA, avec sans doute un grand acteur. Parfait, j'ai hâte de voir ça. On va terminer sur une partie peut-être un peu plus business. Je voudrais bien comprendre juste c'est quoi les lignes de business aujourd'hui qui sont... chez Éléphant et puis chez Webedia, comment est-ce que vous gagnez de l'argent en fait, voilà, tout simplement. Alors, dans le groupe Webedia Éléphant, il y a, je dirais, 3 pôles. Il y a un pôle qui est le pôle production et talent, donc c'est les activités de production. C'est les activités de production avec... et les talents en font partie parce qu'on les accompagne vers des projets de production. Donc ça, c'est un pôle très important. C'est le pôle principal aujourd'hui pour créer des formats de toute nature, formats courts, formats longs, réseaux sociaux, plateformes, etc. Bon, ça, c'est le pôle principal. Et c'est ce dont on a beaucoup parlé tout au long de cette émission. Il y a un deuxième pôle, et ce pôle-là est bénéficiaire. Il est confronté à des ruptures de marché, la baisse de financement des plateformes et des chaînes de télévision. Les chaînes de télévision vivent une crise économique liée à la publicité qui baisse ses budgets. C'est conjoncturel, je l'espère, parce que c'est vrai que la situation économique du pays n'est pas bonne. Et donc, la publicité est la première variable d'ajustement. Donc là, les chaînes de télévision classiques sont confrontées à la fois à cette conjoncture économique très dégradée et peut-être aussi à un changement de modèle qu'elles accompagnent elles-mêmes puisqu'elles se digitalisent, elles se plateformisent, TF1+, notamment, qui a, sous l'impulsion de Rodolphe Belmer, changé de stratégie pour être la première plateforme gratuite, et c'est évidemment une très bonne stratégie. Donc, confronté à ça, effectivement, ce pôle reste très puissant, mais confronté à un modèle économique très challengé, et où, d'ailleurs, les marques vont permettre de financer certains programmes maintenant, pas les programmes d'information, bien sûr, mais d'autres programmes, et là, la régie de Webedia nous aide beaucoup pour ça. Ça, c'est le premier grand pôle. Il y a un deuxième pôle qui sont les médias digitaux, c'est Allociné, c'est Pure Média, Pure People, jeuxvideo.com, 750 grammes.
Ces médias sont confrontés aujourd'hui à un défi considérable qui est lié en partie à l'intelligence artificielle, aux algorithmes de Google aussi, qui fait que les audiences de ces médias, pour certaines, baissent. Pourquoi ? Allociné, demain, vous alliez sur Allociné pour savoir quelle heure, séance de cinéma, quel film voir, où, etc. Demain, une IA peut vous le faire aussi bien. Donc Allociné est en train de se réinventer. Allociné est une marque très très forte. C'est une marque très forte. Mais aujourd'hui, ces médias sont confrontés aujourd'hui à un changement de modèle. Et donc là, c'est Ronan Dubois au sein du groupe qui pilote ça maintenant avec les équipes de 20 minutes, c'est ça ? Voilà, de 20 minutes et également de Combini, pour de faire de ces médias des marques médias qui vont pas être que des... Au début, c'était des sites, c'était d'ailleurs le début de Webedia. Cédric Siré qui a créé Webedia. Il a voulu créer un média, il sentait que la presse papier allait décliner, donc il s'est dit il faut aller dans le numérique tout de suite, il faut créer un média digital. Et il s'est dit qu'est-ce qui marche, c'est la presse people. Donc il a créé Pure People. Et puis ensuite il l'a vendu à Webedia, et puis ils ont acheté Allociné, et ils ont fait des médias numériques, et qui ont très bien marché, et qui continuent à marcher, qui ont des audiences très puissantes. Je crois que toutes les audiences des médias de Webedia, c'est dans le top 5, top 10 des audiences digitales en France. Donc ça reste très puissant. Mais c'est confronté quand même à une baisse structurelle des audiences. Donc il faut compléter ça avec des marques médias qui peuvent créer demain des événements, qui peuvent créer des productions. Nous avons par exemple créé pour T18 avec Pure Média, le média numérique sur les médias Pure Média, l'émission de télévision Pure Média, l'hebdo. Oui, le dimanche. Je suis chroniqueur. Voilà, et vous avez chroniqué exactement. Je suis chroniqueur depuis peu. Voilà, et qui est sur T18. Donc Pure Média et devient une marque 360 avec Pure Média l'hebdo. Demain, on pourrait imaginer une émission de cinéma Allociné, ou des événements Allociné, un festival Allociné. Enfin, il y a des tas de choses à faire autour de cette marque-là. Donc ça, c'est le deuxième grand pôle. Et puis, il y a un pôle aussi qui est important, on en parlait tout à l'heure, c'est le pôle d'agences créateurs de la Creators Economy, donc de représenter ces talents du digital. Donc ça, c'est le rôle d'agence qui continue également. Voilà. Et puis, une des grandes forces de Webedia, c'est qu'il y a un groupe qui est international, parce qu'on parle de la France, mais Webedia est très présent en Espagne, au Brésil, aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont une filiale Box Office, et ça c'est un des grands talents de Webedia aussi, c'est de savoir distribuer des catalogues sur le digital. Par exemple, Box Office aux États-Unis distribue les catalogues cinéma des plus grandes majors hollywoodiennes sur tous les réseaux digitaux dans le monde, ce qui apporte des revenus à ces studios qui, en plus de l'exploitation de leurs films, peuvent voir des extraits ou des films parfois entiers qui sont sur le digital, puisqu'aujourd'hui, la nouveauté du monde dans lequel nous vivons, c'est que vous pouvez visionner, voir des contenus, pas seulement pour le cinéma, dans une salle de cinéma ou sur Netflix, mais aussi sur les réseaux sociaux, des extraits, etc. Et c'est vrai pour tous les contenus qui voyagent partout sur les réseaux sociaux. Et Webedia a cette capacité-là, c'est de la technologie, c'est de l'expérience, c'est de la capacité à distribuer ces contenus sur tous les réseaux sociaux, à créer des audiences très fortes qui vont être monétisées. Et donc ça, c'est aussi une activité très importante, contributrice, pour le coup, de revenus. Et ce savoir-faire-là est monétisé, rapporte de l'argent aux ayants droit, et Webedia, qui orchestre ça, prend des revenus pour le travail qu'ils font là-dessus. Avec la difficulté que connaît le marché du linéaire, à la fois côté public et côté privé, beaucoup de l'argent est en train de se diriger vers le numérique. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté particulière ? Vous parliez de une renégociation de contrat avec France 2, vous disiez tout à l'heure. À quel point ça vous bouscule, ou vous avez finalement les reins assez solides pour voir venir, si je puis dire ? C'est évident qu'aujourd'hui, ça bouscule. Mais là où nous avons, je pense, les reins solides, d'abord, c'est que nous sommes capables de challenger nos coûts de production pour nous adapter, ce qui est très important. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes capables d'avoir des revenus complémentaires, notamment sur le digital, en distribuant nos catalogues, ou en trouvant des formats qui vont voyager aussi sur le digital et qui vont compléter nos revenus. Je prends un exemple très concret. Nous produisons l'émission 7 à 8 pour TF1. TF1, et c'est tout à fait leur droit dans la conjoncture économique qui est la leur aujourd'hui, demande aux producteurs de faire des efforts et de revoir les budgets. Nous avons renégocié récemment, c'est un programme très fort pour TF1, nous avons renégocié une
petite partie du contrat, en cédant des droits digitaux à TF1, en baissant un peu le prix, en ayant un complément de revenus avec des droits digitaux, pour permettre d'accompagner l'économie des chaînes linéaires et des plateformes. Dans ce contexte, pour terminer, quels sont vos projets pour le groupe principaux? Alors, il y a plein de projets très concrets, mais ça, d'abord, de nouveaux programmes. Mais ça, je ne peux pas trop en parler, parce que tant qu'ils ne sont pas à l'antenne, ou tant qu'ils ne sont pas sur les plateformes ou sur les réseaux, c'est difficile. Le projet majeur, c'est d'accompagner cette transformation aujourd'hui, cette convergence des deux mondes, ces deux cultures. On est au début de ce nouveau mariage, et de l'accompagner et de lui donner de la perspective, avec un vrai projet, un projet qui est vraiment un projet très fort aujourd'hui, et d'accompagner ça. La deuxième chose, c'est d'investir beaucoup sur la création, parce que je suis sûr que c'est la valeur de demain, c'est de créer ces nouveaux formats, ces nouvelles propriétés intellectuelles, dont nous garderons les droits, que nous partagerons, selon la chronologie des médias, avec d'autres, mais que nous conserverons, essentiellement, pour créer de la valeur demain. Et c'est un projet extrêmement important d'investir sur la création, et moi je vais y passer beaucoup de temps avec les équipes de la création. Voilà, c'est résumer les deux projets majeurs, d'accompagner la transformation et d'investir sur la création. Et évidemment, quand je dis ça, on parlait de l'IA, d'accompagner aussi cette mutation majeure qui va arriver en formant les équipes. C'était Emmanuel Chin, vice-président du groupe Webedia Éléphant. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode. Salut.